tous et bienvenue dans la quotidienne. J'espère que vous êtes heureux de me retrouver. En tout cas, moi, je suis toujours heureuse de vous retrouver sur NCTV. Alors aujourd'hui, je vous propose dans notre rubrique C'est Sport de parler de baseball. Donc, détail avec Jamie Waimo. Ensuite, je vous propose d'aller à Wailou au festival. On revient sur le festival des moins grands et on parle avec Marie-Hélène dans notre rubrique Job Éducation du théâtre. Et enfin, donc pour notre rubrique fin bon, je vous propose d'aller à Poindimier. Là-bas, donc nous entrons dans la classe CLIS où les enfants sourds et muets nous proposeront donc une recette, le gâteau au riz. Mais avant de développer tous ces sujets, retrouvons notre invité du jour. Alors, je reçois aujourd'hui André Khoizé, directeur de l'association Macadam. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, aujourd'hui, on est là un peu pour parler de l'association, mais aussi de la journée du 12 décembre que vous allez organiser. Alors, avant de parler de cette journée, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'association Macadam? Donc, l'association, en fait, Macadam, c'est le nom du centre qui est en ville, mais sinon, c'est l'association Accueil, qui a 3 centres. Donc, le centre de jour qui est au centre-ville, donc Macadam Partage, et on a 2 foyers de nuit, le foyer Cécile Perronnet et le foyer des Massanes pour les filles, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce centre, pourquoi il a été créé? Donc, en fait, on a organisé cette journée-là du 12 parce qu'en 1994, il y a eu un collectif d'associations, donc le collectif d'urgence humanitaire. Ils se sont regroupés par rapport au phénomène des squats. Donc, ils se sont regroupés, ils ont décidé de se mettre ensemble pour dire, il y a un terme qu'ils ont utilisé, être présents ensemble à l'urgence humanitaire. Comment est-ce qu'on bouge ensemble pour face à ce phénomène d'exclusion sociale. Donc c'était une idée. On dit, nous sommes à la 20e anniversaire de cet événement-là et il méritait de marquer un point d'étape. Et puis l'autre chose pour les accueillir, de remercier ceux qui ont mis en place ça pour pouvoir saluer déjà l'initiative. Alors, vous avez parlé justement d'exclusion sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui habitent dans des squats, des SDF, parce que les gens qui habitent dans des squats, c'est quand même des gens qui travaillent. Donc, qu'est-ce que vous entendez par exclusion sociale? Donc, au départ, on raconte l'histoire. On a constaté en 94 qu'il y a eu le phénomène de il y a les logements sociaux, mais à côté de ça il y a eu la naissance des squats et ce qui a touché du moins les intervenants de l'époque, c'était l'absence d'eau. Donc ils ont dû intervenir pour pouvoir approvisionner des points d'eau sur ces endroits-là et puis de là est né ce collectif et la mise en place de cette association qui est l'association Accueil dont nous héritons maintenant et dont on a la charge pour pouvoir continuer pour dire est-ce qu'il y a toujours cette exclusion, ça s'est abaissé ou on doit continuer à travailler dans ce secteur-là. Alors concrètement, comment on les aide ces personnes? On leur donne des repas gratuits? Qu'est-ce qu'on fait exactement avec eux? On fait des activités? Donc, dans un premier temps, on va dire, pour parler de chiffres, nous avons, dans nos bases de données, nous sommes à 260, 300 personnes sur la file active. D'accord. Ils ne viennent pas tous les jours, mais sur la base de données, il y a autant de personnes. Et puis après, tous ceux qui viennent régulièrement prendre le petit déjeuner, parce qu'on leur offre le petit déjeuner le matin, le repas de midi et un casse-croûte le soir, ils sont à 50, 60 personnes qui viennent régulièrement dans nos structures. Et puis, pour nos foyers, et là, ça serait un point où on aimerait bien en parler, sur les 60 personnes, il y a 30 seulement qu'on arrive à héberger chez les garçons et 6, c'est les filles. Tout le reste, ils sont dans la rue et puis tous ceux qu'on voit dans les rues de nos mères. Alors justement, vous avez parlé de petit déjeuner, tout cela a un coût. Comment vous fonctionnez financièrement? Donc, au départ, c'était d'abord, comme ici en Calédonie, on a le réseau des églises, les protestants et les catholiques. Donc, ils se sont organisés en tant qu'association. Et puis après, les institutions ont été sensibilisées. Et puis de là, les institutions ils sont venues. Donc, d'abord le CCAS de Nouméa, puis la province, les 3 provinces, mais essentiellement la province sud et le gouvernement. Donc ça, c'est les 3 institutions qui contribuent au financement de cette association. Et puis, comme vous dites, ça contribue à payer le petit déjeuner, à payer le repas pour toute la bouffe. Vous avez parlé aussi d'hébergement. Comment ils sont hébergés? Il y a des chambres, des lits? C'est un foyer, c'est un dortoir où on a 30 lits pour les garçons. Ils vivent en communauté et puis les lits, il y a 50 qui se présentent et puis on va dire on va ne prendre que cela. Voilà. Donc il y a un tri et puis à chaque fois c'est toujours tous les soirs, à chaque fois quand on dit à quelqu'un non t'as pas de place, il va falloir que tu ailles dans la rue
Voilà quoi, ça. Voilà, Justement, on fait face à je veux dire, à ces personnes-là qui n'ont pas souvent le moral. Donc, qui intervient en fait? C'est des psychologues ou c'est des gens comme vous qui interviennent auprès de ces personnes-là, qui parlent avec eux? Donc, au niveau de l'association, nous avons une équipe de 4 travailleurs sociaux, des éducateurs ou des assistants sociaux. En complément, nous avons une psychologue actuellement, et aussi nous avons le public qui arrive de Nouville. Donc, on a ces travailleurs sociaux-là qui sont, leur travail, c'est à un moment donné, c'est être à l'écoute. Donc, écouter les gens. Pourquoi ils sont dans cette situation-là. Donc, il y a un premier travail sans aller jusqu'au fond, mais progressivement, les gens ils vont s'ouvrir en expliquant pourquoi ils sont arrivés dans de telles situations. Alors justement, quelles sont souvent les causes? Pourquoi ces personnes se trouvent, on va dire, dans la rue ou dans les squats? Donc, essentiellement, on retrouve dans la plupart des cas, c'est des personnes qui, économiquement, qui sont fragilisés économiquement. Ils n'ont pas une situation, ce sont des gens qui sont en situation de grande précarité, quoi. Ils ont un petit CDD, ils ont des contrats par-ci, par-là. À la fin du mois, ils ont touché 20 000, 40 000 francs. Ils ne peuvent pas prétendre à accès à avoir au logement, quoi. Donc, la précarité sociale. Mais aussi, on a le phénomène c'est des gens, quand on leur dit, mais pourquoi vous ne retournez pas en tribu, quoi. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à la tribu. Et puis, du coup, le contact avec la tribu, ça s'est mal passé. Et ça, c'est un gros volet qu'on essaie de développer à partir de cette année, ce travail avec le Sénat coutumier, avec le Conseil coutumier, pour dire comment est-ce qu'on accompagne ce public-là. S'ils n'ont pas le profil de travailler dans les entreprises, comment est-ce qu'on les accompagne pour pouvoir retourner en tribu, quoi. Donc, c'est une première sensibilisation, et ce pourquoi nous avons invité, on fait appel à tous les conseils de district, tous les tribus, tout ça là, pour dire comment est-ce qu'on peut accompagner ce qu'on peut accompagner pour pouvoir cheminer ensemble pour dire s'il n'y a pas de solution sur Nouméa, il y a des solutions en tribu. Il n'y a que des SDF, on va dire, des personnes ici à Nouméa. Il n'y a qu'en province sud. Est-ce qu'en province nord ou en province des îles, par exemple, on peut parler de personnes SDF ou pas? Ou des personnes abandonnées, ou des personnes qui sont seules aujourd'hui? Maintenant, ce qui se passe, je le dis de cette manière-là, ce qui se passe dans les tribus, si on doit partir sur des critères qui sont définis actuellement dans la ville, nos tribus, ils en regorgent, quoi. Il y en a, quoi. Mais sauf que dans les tribus, ils sont occupés à vous participer à aller couper du bois, vous participez à aller chercher la paille, vous participez à aller débrousser le champ. Il y a toujours du travail. Et puis, si tu as travaillé, ben, tu vas un peu, tu vas et puis tu partages la marmite, quoi. Sauf quelques-uns qui, au lieu d'aller au travail, ben, ils vont à Oué pour pouvoir, enfin, à Oué ou à Koné, pour taper le coltard, quoi. Voilà. Alors justement, en regardant votre site, j'ai vu qu'on parle de réinsertion aussi. Alors comment vous accompagnez ces personnes-là à se réinsérer dans la vie active ou pour pouvoir trouver du travail? Donc nous, notre intervention, les prestations qu'on offre, c'est structuré en 3 phases. Une première phase d'écoute. Donc les gens qui sont plus ou moins, il faut les remettre enfin pas en état, mais des fois ils ont des problèmes médicaux, donc qui sont en bonne santé, donc tout ce qui est médical, après psycho et social. Donc le médical avec les intervenants que nous avons, psychologique, donc pour voir c'est quoi qui est fragile à leur niveau pour ne pas avoir accès à l'emploi. Et après, on a toute une gamme de dispositifs pour pouvoir les aider à retrouver le chemin du travail. Donc, alors, on parle du travail, justement. Est-ce que vous passez, par exemple, des conventions avec des entreprises ou est-ce que vous discutez avec des entreprises pour pouvoir leur expliquer est-ce que vous pouvez recevoir ces personnes-là en stage, par exemple? Est-ce que vous avez ce genre de discussion? Les entreprises, ils jouent le jeu, quoi. Les entreprises jouent le jeu. Et puis maintenant, ça appartient à la personne. C'est la personne a envie de travailler, il faut se réveiller le matin, il ne faut pas être absent. Les entreprises jouent le jeu, ils sont demandeurs. Maintenant, charge à nous de les préparer pour dire il y a un certain nombre de savoir-être pour répondre aux critères que demande l'entreprise. Et puis, ben voilà, nous en interne, je ne sais pas si vous avez remarqué, nous avons les jardins de la solidarité. Effectivement, nos activités. On a les jardins de la solidarité à l'intérieur, enfin, durant ce... Vous avez une boutique également qui offre... D'abord, le jardin qui marche actuellement parce que presque tous les 15 jours, on vend des légumes, des paniers de légumes pour remettre les gens... C'est une entrée d'argent pour l'association. Et ça, peut-être moins pour l'association, mais pour ceux qui travaillent, ils ont une petite indemnité qui leur permet de vivre à la fin du mois. C'est l'équivalent de 25 000 francs par mois, quoi. En tout cas, on va dire que c'est déjà ça. Avant de parler de la journée du 12 décembre, quelles sont les grandes difficultés finalement que vous rencontrez au niveau de l'association, au niveau du centre? C'est tous les jours que vous rencontrez des difficultés?
la grande difficulté? On va dire la difficulté pour nous, c'est pouvoir mesurer l'impact de ce que nous faisons auprès de la personne. Et dire comment est-ce que ce que nous faisons, ça sert à quelque chose. Et puis c'est assez difficile d'évaluer ce travail-là, quoi. Et maintenant, le bout par lequel on veut amener, c'est dire, c'est notre regard, le changement. C'est il ne faut pas qu'il y ait un jugement, quoi. Si d'entrée, on juge la personne, on est mal parti. Oui. Mais dire que la personne qui est en face de nous, c'est des personnes qui sont comme nous aussi. Oui. Et ils peuvent aussi, si on les accompagne méthodiquement, si on les accompagne, on leur donne ce qu'il faut, voilà, les gens, ils peuvent y arriver. Voilà. Alors, on est là aussi pour parler du 12 décembre. Alors, qu'est-ce qui va se passer durant cette journée? Donc, l'objectif du 12 décembre, c'est d'abord remercier toutes les institutions, parce qu'on se dit entre nous, quand on mange gratuitement, c'est un peu, voilà, ça se fait pas. C'est une subvention qui arrive. Voilà, ça se fait pas au niveau de la culture ossianienne, de la culture mélanesienne. Donc, remercier déjà les collectivités. Et puis après, donc, c'est une date, je disais tout à l'heure que c'était une date, on est en 2014, ça fait 20 ans que les CHRS, parce qu'en fait, c'est ce dispositif-là, donc CHRS, c'est Centre d'hébergement et réinsertion sociale, que ça existe en Calédonie, 40 ans en métropole. Où est-ce que nous en sommes maintenant, quoi? Quels ont été les résultats jusque-là, quoi? Parce que si on va redémarrer 2015, ça serait bien qu'on décline ensemble des objectifs avec les institutions. Est-ce qu'ils donnent de l'argent pour de l'argent et puis voilà, il n'y a rien du tout. Mais c'est bien qu'on parte ensemble avec des objectifs, avec l'expérience que nous avons sur les 20 années passées. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Parce que c'est un aspect qu'on voudrait souligner. Il ne faut pas que ça soit résolu que la province sud réfléchit tout seul. Il faut que la province sud... Donc vous faites un appel aujourd'hui à venir le 12 décembre discuter pour les trois collectivités, ceux qui ont à charge de traiter ce problème, donc que ce soit les CCAS au niveau des communes, que ce soit le service social dans les provinces, ou bien ceux qui sont dans les conseils de district pour dire nous avons besoin. Cette problématique-là, c'est une problématique de niveau pays et le traitement, ça doit être traité au niveau du pays et non pas être traité par la seule province ou la seule CCAS de Nouméa. Alors, outre le débat, la discussion, est-ce qu'il y aura des activités à part lors de cette journée? C'est une journée vente, c'est une journée que débat? Non, on aura aussi l'occasion de présenter les produits parce que nos jardiniers commencent à préparer la journée. Donc, il y aura la vente des produits et puis les accueillis vont préparer aussi des petits plats. Donc, ça sera une petite journée conviviale où on va présenter quelques fabrications. Et puis, on a aussi le cyber qui est là-bas. Donc, il y aura des jeux qui vont être mis en place. Donc, c'est une journée qu'on organise pour être plus conviviale. Mais le matin, ça va être plus dédié aux interventions des institutions. Et ça va se passer au centre? Voilà, au centre-ville, voilà, de 9h jusqu'à 16h. Et donc c'est ouvert au public, tous ceux qui voudront venir, ils peuvent venir. Ils passent, quoi. Voilà, alors pour terminer cet entretien, est-ce que vous avez un message à passer aux Calédoniens qui nous regardent aujourd'hui? Donc nous, aux autorités. Le message, je veux dire, le premier message, je l'ai l'habitude de le dire, c'est, dans un premier temps, je le dis tout à l'heure, c'est le regard. Et le regard et puis les paroles et les pensées. Et ça, avant de faire appel aux institutions, avant de faire appel à un niveau supérieur, déjà au niveau de soi. C'est de ce regard-là pour dire, voilà, la bouteille d'eau ou bien le petit geste qu'on fait, à l'intérieur, il y a une pensée pour que ça veut dire, il y a une pensée qui est positive pour dire la personne qui est en face de moi, et là, la possibilité de... Parce que c'est vrai, moi, je l'avoue aussi, c'est que hier et avant-hier, c'est quand je voyais ces personnes, très rapidement, on dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Qu'est-ce qu'ils font là? Derrière ces personnes, il y a toute une problématique. Et moi, je le dis, c'est surtout au niveau coutumier. Et puis là, c'est chaque maison, en fait. C'est chaque maison de prendre conscience que des fois, c'est juste des paroles. C'est juste quelques petites paroles pour dire, tu peux te relever. Relève-toi, voilà. Pour écouter également. Les institutions, ils nous donnent déjà beaucoup. Mais peut-être il y a une partie qui relève des petites paroles, des petites prières pour pouvoir permettre aux gens. C'est pas normal que sur Nouméa, dans un pays tel que nous avons. Un pays riche, on va dire ça. Un pays riche, voilà. Et il y a 300 personnes qui sont dans la rue, quoi. Non. Voilà. C'est pourquoi on est venu pour pouvoir alerter et puis demander du soutien. Voilà. André Khoizé, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Voilà, et on se donne rendez-vous tous le 12 décembre au centre Macadam. Merci d'avoir donc suivi cet entretien. On passe tout de suite à notre agenda du pays.
Salut Davina, c'est lundi et comme d'habitude, tu viens nous présenter l'agenda du pays avec tous les rendez-vous, on va dire toutes les choses associatives ou on va dire culturelles qui se passent dans le pays. C'est ça, Elise. Bonjour à toi et bonjour à vous à la maison. Mais dis donc, t'es en forme, hein? Oui, je suis en forme, mais au lieu de dire, comment on dit ça, manifestation, j'ai des choses, alors que c'est pas des choses. C'est pas grave, on a compris que tu étais dans le move. Puis on vient du week-end, donc voilà. On va commencer tout de suite, Elise. On va aller faire un petit tour du côté de Koumak, si tu le veux bien. Là-bas, il y a les élèves du Conservatoire de musique de la Nouvelle-Calédonie, antenne de Koumak, qui organisent un spectacle, présenter ce qu'ils ont travaillé toute l'année. Ah, bah c'est la fin de l'année, hein, c'est l'heure des spectacles. Voilà, donc avis aux parents, hein, le spectacle commence à 18 h. Ça se passe du côté de l'auditorium de Koumak. Donc pour ceux qui sont convoqués à ce spectacle, eh ben, l'heure on va dire de ralliement, c'est 16h15 précise. Pour ceux qui n'y participeront pas, ben, écoutez, 18 h comme les parents ont rendez-vous pour assister au spectacle. Puis là, on va sortir un peu du sujet, on va parler de ceux qui ont besoin de cours de rattrapage. Donc voilà, les cours de rattrapage pour les élèves concernés se font cette semaine à partir d'aujourd'hui. Donc voilà, rapprochez-vous de vos professeurs respectifs. Et donc j'imagine qu'on peut déjà s'inscrire pour la rentrée 2015. C'est ça, Elise. Donc les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants pour l'année prochaine peuvent déjà le faire auprès de l'agent d'accueil Saori. Donc le numéro de téléphone, le 42 33 04, voilà. Les horaires d'ouverture de l'accueil se font lundi, mardi et jeudi de 15 h à 19 h. Ensuite, mercredi de 11h30 à 19 h. Par contre, vendredi, c'est fermé. D'accord. Ensuite, direction la commune qui nous offre son cœur. Enfin, je veux parler de Vaud, bien sûr, qui avec une visite à l'écomusée. C'est elle qui fait des jeux de mots. Oui, on va à Vaud. Dans la commune de Vaud, il y a quand même un cœur. Aussi, ouais, mais dans les autres communes, il y en a aussi, je pense, non? Il n'y a pas un cœur en forme de palétuvier. Je t'embête, Elise. Oui, on va du côté de Vaud. Là-bas, on parle de l'écomusée du café qui invite à découvrir sa nouvelle exposition temporaire qui s'intitule Kamalé d'hier à aujourd'hui. Excusez-moi pour la prononciation si elle a été mal dite, voilà. Donc c'est visible depuis le 28 novembre. Donc à travers cette exposition, on peut découvrir le foncier, le domaine foncier sur lequel est installé l'écomusée, qui appartient d'ailleurs à la tribu de Wewuyan, donc Gatop. Après, il y aura aussi la présentation des différentes familles qui étaient là depuis 1891 à nos jours. Donc voilà, ils s'appuieront sur différents supports, à savoir des maquettes du site, des documentaires, des albums photos. Et puis, il y aura aussi des jeux éducatifs pour permettre aux plus petits de s'approprier le sujet. Donc, tu vois. Et puis, autre info, Elise, est-ce que tu savais que l'écomusée avait un hymne ? Oh non, je ne savais pas. Voilà, donc l'hymne de l'écomusée, c'est Kamalé Café, justement. Ça a été composé par un artiste de la région. C'est à découvrir à travers un clip. Il y aura même un single à votre disposition sur place. Voilà, n'hésitez pas. L'écomusée vous attend le lundi de 10 h à 13 h et puis du mardi au dimanche de 8 h à 17 h. Voilà, un single peut-être pour les fêtes. Pourquoi pas. Voilà. Et après vos directions, tout haut. C'est ça. Alors, on va à Touhaut. Il y a un petit concours de pêche au gros qui aura lieu le samedi 13 décembre. C'est organisé par l'association Albacor. Et puis, donc, le numéro de téléphone pour ceux qui souhaitent s'inscrire, c'est le suivant, le 79 17 21. Donc, notez que le départ du concours se fera samedi 13 décembre à partir de 5 h du matin et l'arrivée est prévue à 15 h. Voilà, donc un avis aux amateurs de pêche. N'hésitez pas à y aller. Quant à nous, on poursuit notre agenda et on va faire un petit tour à côté de Pointe-Dimier ou à Pointe-Dimier. À Pointe-Dimier, Lise, on y va pour les journées culturelles de Nasséti qui auront lieu très prochainement, à savoir donc les vendredis 12 et samedi 13 décembre. Donc pour vous donner une petite idée du programme, sachez qu'il y aura des animations qui commenceront à 13 h vendredi. Il y aura en l'occurrence des danses traditionnelles, des ateliers culturels tels que le tressage, la sculpture, de la peinture. Il y aura aussi des ateliers de construction de pirogues. Et puis samedi, la journée commencera à 8 h. Il y aura au programme là du sport, du volleyball, du football, de la pétanque. Il y aura aussi un podium libre d'accès pour nos artistes qui veulent montrer leur talent à partir de 15 h. Voilà. Et puis un petit concert à partir de 20 h pour ceux qui sont encore sur le site. Et on sait du côté de Pointe-Dimier, il y a beaucoup de talents artistiques, et surtout musical. Voilà. Et pour finir, un petit rappel, mais qui a son importance, ça concerne les consignes de sécurité pour ceux qui vont en mer. C'est bientôt les vacances, il fait chaud, on a envie de tous aller à la mer, donc il y a des sécurités.
on va des dire mesures des mesures et des tout à fait, consignes. Elise. Voilà. Avant de partir en mer, chers amis, vous le savez, il y a des choses à faire, il y a des règles à respecter. Donc ça commence par la consultation des bulletins météorologiques. Ensuite, il faudra vérifier votre matériel et l'équipement de votre bateau, informer un proche sur l'endroit où vous allez, sur l'heure approximative du retour et aussi, bien sûr, s'informer de tout ce qui est avis nautique, cartes, etc. Et bien sûr, prendre un téléphone ou un moyen de communication pour donner l'alerte si vous êtes en danger ou si vous sentez que quelque chose ne va pas comme il faut. Voilà. Munissez-vous à tout prix de ce moyen de communication. Ça peut sauver des vies. On a vu qu'il y a encore beaucoup de personnes qui disparaissent en mer. Il faut que ça s'arrête. Voilà, une petite information également pour ajouter. Il fait chaud, donc c'est la période de sécheresse. Ne faites pas, on va dire, du feu. On va dire pas bêtement, mais des feux domestiques, hein, parce que ça risque de faire des grands feux, des petits feux qui peuvent se transformer en grands feux. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a une interdiction par rapport à ça, l'interdiction de faire du feu à l'exception des feux à usage domestique. Voilà. Parce qu'il y a encore beaucoup d'hectares de nos forêts qui sont partis en fumée, donc c'est dommage. Voilà, merci Davina pour toutes ces infos pratiques et importantes hein, qui, je l'espère, serviront à nos amis à la maison. Quant à nous, donc, on se retrouve demain. C'est ça, Elise, à demain. Au revoir tout le monde. Allez, on poursuit avec notre rubrique C'est Sport. Bonjour Jamie, on va parler d'un sport dérivé du cricket qui se joue donc avec une batte pour frapper une balle lancée, donc le baseball. C'est ça, bonjour Elise et bonjour à tous. Le baseball qui gagne du terrain en Nouvelle-Calédonie. Maintenant, ce n'est plus étonnant de voir des joueurs et des matchs de baseball donc sur les infrastructures calédoniennes. Avec un championnat et une ligue de baseball et de softball, les pratiquants n'ont rien à envier des autres disciplines. Un championnat régulier, un terrain flambant neuf qui est sur Robinson, une sélection et enfin une participation pour les Jeux du Pacifique. Plusieurs arguments qui prouvent le bien-être de cette discipline qui chaque année voit l'arrivée de nouveaux joueurs. 6 clubs s'affrontent donc tout au long de la saison. Il y a les Lions du 6e kilomètre, les Dolphins du Mont d'Or, les Braves, les Rhinos et enfin les Titans. Je sais, ce sont des noms un peu bizarres, mais sachez qu'au baseball, les choix des noms des animaux pour donner le nom d'une équipe, c'est quelque chose d'assez courant et même commun chez les joueurs de baseball. Et donc, ce qui fait que le discipline... Cela montre leur détermination, leur férocité. Et voilà, ne serait-ce que de choisir le nom de, par exemple, des Rhinos ou des Titans, ça permet aux joueurs de se transcender. Quand ils rentrent sur le terrain, voilà, ils se transforment. Et puis, ça fait le charme de cette discipline. Et puis, ça propose des rencontres assez spectaculaires sur le terrain. Alors, à t'entendre, Jamie, c'est une discipline qui a un bel avenir et qui compte se développer. C'est clair, avec la création donc, de son site sportif à Robinson, le baseball calédonien lance un message fort auprès des instances sportives du pays. C'est une discipline qui compte bien s'implanter ici en Nouvelle-Calédonie. Premier du genre sur le territoire, ce terrain qui est composé d'un diamant qui est l'aire de jeu avec des dimensions réglementaires donc qui correspondent aux normes internationales et des tribunes. Ce terrain constitue un véritable tremplin pour une discipline qui est en quête de développement. Alors, Élise, une question que je pense doit être dans la pensée de tous les Calédoniens, de nos téléspectateurs. Je dirais que c'est la question du jour. Faut-il être un Américain pour faire du baseball? Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais en tout cas, je vous propose d'écouter la réponse d'un expert. Le but dans le baseball, c'est de marquer des points. Donc, pour marquer les points, il faut taper la balle et courir autour des bases. Voilà. Quand on fait un tour de terrain, qu'on touche la première, la deuxième, la troisième base et qu'on revient à la maison, et on marque un point. Donc voilà, il faut essayer de marquer le plus de points possible pour gagner et d'en prendre le moins pour gagner aussi. Alors on a ce qui s'appelle la batterie. La batterie, c'est le lanceur et le catcheur, le receveur. Donc le lanceur doit lancer au receveur. Le frappeur est à côté du receveur. Donc il faut qu'il essaie de taper la balle que le lanceur lance. Voilà. Et après, il y a plein de différentes façons de lancer. Il faut taper juste les bonnes balles, parce qu'il y a une zone de strike aussi, qui est une zone spécifique. Si la balle est à l'intérieur ou à l'extérieur, qu'elle soit bonne ou pas. Et donc, voilà, taper la balle que le lanceur lance et courir sur base. Le meilleur coup, c'est le home run. Voilà, c'est la balle qui sort des limites du terrain, qui part loin en l'air et qui part dans le public.
Voilà, ça c'est le meilleur coup au baseball. Donc, tout le monde ne rêve d'en faire un. Bah, dès que tu tapes, tu marques au moins un point si tu es tout seul sur le terrain. S'il y a des coéquipiers qui sont sur les bases, et ben, le maximum de points, c'est 4 points. Si toutes les bases sont occupées, ben, ça fait 4 points. Et donc ça dépend du nombre de gars qu'il y a sur base. Et toi, Jimmy, quelle est ta réaction par rapport à cette question? Je te retourne les questions. Alors, le baseball, c'est vrai que dans le baseball, on sent que l'esprit américain est très présent. Et puis, bon, voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Le baseball, c'est un sport spectaculaire, un peu comme le basket. Et on sait tous que les Américains sont, entre guillemets, les précurseurs des sports spectaculaires. Enfin, ils adorent le spectacle, ils adorent quand l'adrénaline monte, ils adorent quand le rythme est soutenu, je dirais, même sur 2 heures, 3 heures. Mais après, pour répondre véritablement à ta question, il faut savoir qu'en 2011, les champions du monde de baseball, c'était des Japonais. D'accord. Donc voilà, je ne réponds pas, mais je donne juste cette phrase. Et puis c'est un peu comme le judo. Actuellement, les champions du monde, le champion du monde de judo, c'est Teddy Reinhardt, c'est un Français. Donc c'est pour dire, voilà, après je vous laisse méditer là-dessus, mais voilà, ma réponse elle est dans cette phrase. Il n'y a pas d'ethnie dans le sport. Voilà. Alors on peut justement avoir de grandes lignes de ce sport? Alors pas de souci. Alors au baseball, un match peut se gagner donc sur un seul coup. Sachant qu'une rencontre peut durer 3 heures ou 4 heures, c'est un peu ce qui fait la particularité de cette discipline, c'est que on peut jouer, on peut avoir, enfin le public peut avoir un rythme assez lent, puis d'un coup sur juste le coup, enfin je veux dire une frappe d'un batteur, voilà. Le match il peut se gagner là-dessus sur 3 heures, 4 heures, donc c'est difficile pour un joueur de rester concentré. Donc le batteur il doit réaliser un home run, c'est-à-dire qu'il doit expédier la balle au-delà des limites. C'est avec cela, tu peux gagner une rencontre, tu peux gagner un match. Et vraiment, l'objectif d'un batteur, c'est de faire un coup sûr, c'est comme ça qu'on appelle. Donc, un coup qui peut te faire bouger de base en base et faire avancer tes autres coéquipiers qui sont sur les autres bases. Donc, voilà, c'est pour progresser dans les bases. Mais après, j'espère je crois que j'ai été un peu trop confus sur l'explication. Je vous propose d'écouter les règles du baseball avec toujours un expert avant de découvrir les jeunes du club qui s'entraînent à l'Olympique, c'est-à-dire les Braves. Écoutez les explications de l'expert. Alors, faut-il être américain pour faire du baseball? Non, ça sert à rien d'être américain. Voilà, il faut juste être passionné, aimer de nouveaux sports. Tu vois, j'ai joué à Montpellier, j'ai joué un peu en Australie, il n'y avait pas d'américain, donc juste aimer ce qui est différent. Voilà, maintenant qu'on connaît les règles, au début, comme tu le disais, on était un peu confus. Maintenant, on connaît les règles du baseball, donc on va découvrir des jeunes, c'est ça, des Braves à l'entraînement, c'est ça? Voilà, l'équipe des Braves, en effet, Elise, des jeunes qui apprennent les gestes du baseball, les techniques de frappe, les techniques de lancer, et puis surtout la manière d'attraper la balle. À cet âge, on pratique non pas du baseball, mais plutôt du softball, avec une balle plus petite. Je vous propose de les retrouver sur le terrain de Sainte-Marie, les jeunes qui évoluent dans le club des Braves. Allez, vite, là, ou touche-le. Fallait le toucher. Allez, ici. Ça fait depuis l'année dernière. J'ai commencé en mars parce que c'est un sport très actif. C'est différent du foot parce qu'on joue à plusieurs postes. C'est quand j'étais encore à l'école primaire l'année dernière. Moi, avec tous mes amis, on était en train de se faire la passe. Et il y a le directeur du club de baseball. Il nous a vu faire la passe et il nous a proposé d'essayer le baseball. Allez, ici. Éliminé. Non, lui il n'est pas éliminé, il a couru, c'est bien. Baisse ton coude devant, voilà. Oh, strike. Alors c'est les petits jeunes qui ont commencé le baseball, le plus gros groupe a commencé cette année. Donc l'année dernière ils étaient que 3 et cette année j'ai un petit peu moins d'une dizaine de joueurs, ce qui est bien déjà. Donc
Cette année, ils ont commencé donc, en début d'année, donc c'est vraiment le début pour eux. Cette année, c'est vraiment basé sur il faut vraiment qu'ils s'amusent, quoi. Voilà, on apprend à attraper la balle tranquillement, il n'y a pas trop de pression. Oh, c'est quoi ça? Un strike. Elle passe sur le marbre, Ewan. Ben, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à lancer précis, à savoir battre et à attraper les balles. T'as eu peur, hein? Oui, j'ai visé ta tête, je fais exprès. Allez, en deux, non, en deuxième base, c'est bon? En deuxième base. C'est proche du cricket parce que c'est un peu comme le cricket, mais c'est différent. Parce que là, il n'y a que 3 bases et au cricket, tu ne tapes pas avec une batte comme ça. Au début, on fait des petits gestes techniques, normal pour qu'ils apprennent à lancer ou à attraper la balle correctement. Une petite heure et après, on fait un petit match de wiffle, comme on a vu là, avec des petites balles en plastique, des règles un petit peu modifiées pour qu'ils puissent vraiment s'amuser et apprendre petit à petit les règles, quoi, pour déjà taper dans la balle et courir, c'est déjà important. Donc voilà, vraiment, encore une fois, il faut vraiment qu'ils s'amusent et c'est important pour la première année. Après, on aura le temps de faire d'autres trucs plus compliqués, plus difficiles, mais la première année, il faut vraiment qu'ils s'amusent et puis qu'ils accrochent à ce sport. Celui qui attrape la balle de volée, il a 100 points. Celui qui attrape avec un rebond, il a 50 points. Et celui qui attrape la balle avec plusieurs rebonds ou si elle roule, 0. 10. Allez, parti. Pourquoi tu sautes? 10 points. Mathéo, la balle, je te promets qu'elle va retomber. Elle ne va pas se bloquer ici. Elle ne va pas s'arrêter. Elle va retomber, c'est sûr. Cours! Ah, dommage. 10 points. Bien. À fond, à fond. C'est comme la balle. Ah, c'est quoi ça? T'arrêtes pas. Oh, joli, bien, bien. La culture baseball, là, donc on n'est pas avec un gant et une batte dans les mains comme aux États-Unis ou au Japon. Donc c'est tout nouveau ici, donc c'est clair qu'on n'a pas cette culture-là, mais encore une fois, c'est un sport fantastique, ça leur plaît beaucoup. Ils attrapent la balle, ils tapent, ils plongent. Après, ça leur plaît beaucoup. Moi, j'aime bien le baseball parce que on joue dans différents postes. Lanceur, je dois lancer dans le gant du catcher, c'est pour que le batteur il puisse frapper. Et catcher, je dois intercepter la balle. Quand le batteur il rate la balle. Je suis situé pour catcher, je suis situé derrière le batteur. Et le lanceur, il est à 18 pas de la base de la maison, qu'on appelle. Il doit lancer précis dans le gant du catcher. L'objectif, c'est que le frappeur il ne touche pas la balle quand le lanceur va lancer. Wouh! Éliminé! Ben, je pense continuer le baseball encore, parce que j'aime bien ce sport. J'aimerais bien faire une carrière de professionnel, mais il faut d'abord que j'arrive à bien apprendre les postes, parce que je ne sais pas très bien. Et aussi, il faut que j'apprenne encore beaucoup de choses. Il faut que je m'améliore aussi. Tranquille, c'est pas la peine de se presser. On verra pour quelques déplacements l'année prochaine avec quelques jeunes. Et après, bon, il y a toujours les sélections. Parce qu'il faut quand même voir un petit peu ce qui se passe à l'étranger. Donc, il faut pas... Voilà, en matière de baseball sur la Calédonie, il n'y a pas trop d'étrangers. Donc, il faut aller les voir chez eux. Et ils nous aident pas mal, ils nous aident beaucoup, que ce soit en Australie, au Japon et tout. Donc, on est beaucoup aidés par eux, par leurs infrastructures.
Oh, c'est quoi ce lancer là? Peut-être qu'un jour je pourrais partir en baseballeur professionnel. Bien sûr, on a un Calédonien qui est là, qui est en équipe de France de baseball, donc qui marche très bien, qui s'est très bien débrouillé. Et donc, ouais, bien sûr, ouais, ça, il n'y a pas de raison, quoi. Ouais, en Australie, au Japon, pourquoi pas aux États-Unis après, ouais, bien sûr, c'est possible. Alors, le baseball veut-il plaire aux Calédoniens? Ben écoute, frapper avec une batte, lancer la balle, attraper la balle, donc ce qu'on vient de voir dans ce reportage, courir, ce sont des gestes caractéristiques du baseball que tous les Calédoniens connaissent. Je veux dire, lancer une balle, frapper, ce sont des gestes qu'on a l'habitude de faire, je dirais même durant les fêtes de fin d'année, durant les vacances scolaires. Donc voilà, ce sont des gestes que l'on fait lorsque l'on joue au cricket. Il faut savoir aussi que le baseball, c'est une discipline qui voyage, qui seront régulièrement en Australie donc pour participer à des compétitions. Avec ça, je dirais que les perspectives d'évolution du joueur, elles sont réelles. Donc on peut voyager, on peut aussi participer à des Jeux du Pacifique. Et en plus, le baseball, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un dérivé du cricket. Et c'est vrai que ces ressemblances avec les crickets, je dirais, pourraient emmener davantage de pratiquants dans ces rangs. Donc oui, pour répondre clairement à ta question, le baseball pourrait plaire aux Calédoniens. Après, voilà, comme alors tu disais… justement, tu parlais tout à l'heure du cricket. Est-ce que cette discipline ne va pas réduire le nombre de licenciés, on va dire, au cricket? C'est très difficile de pouvoir répondre à cette question, mais le simple fait que le baseball puisse proposer des voyages, puisse proposer, je veux dire, des sélections avec des participations aux Jeux du Pacifique, c'est déjà, ça peut être attirant. Voilà, c'est attirant, ça peut proposer de belles perspectives pour les jeunes qui ont envie de goûter le haut niveau et qui ont envie de voyager par l'intermédiaire d'un sport. Le cricket traditionnel tel que l'on le pratique ici en Nouvelle-Calédonie, c'est une discipline qui ne fait pas voyager, c'est une discipline que l'on trouve uniquement ici en Nouvelle-Calédonie, ce qui fait que la Ligue calédonienne de cricket est obligée de créer, pour conserver, pour garder les jeunes qui ne partent pas dans un autre sport, de créer une filière cricket internationale. C'est la seule façon de pouvoir faire voyager les jeunes passionnés du cricket. Donc voilà, après, si les jeunes qui pratiquent du cricket décident de se lancer dans le baseball, pourquoi? Parce que avec les bases de cricket, les bases pourront servir pour faire du baseball. Après, ça reste le choix des Calédoniens. Mais j'espère que le développement du cricket, du baseball, ne va pas venir, je dirais, ternir un peu l'évolution du cricket traditionnel et du cricket international. Après, comme on disait tout à l'heure, je veux dire, avant d'enregistrer cette émission, les Calédoniens adorent rester dans des habitudes bien précises. Ils n'aiment pas trop changer leur façon de faire les choses, leur pratique. Si on joue toujours du football, on va jouer du football. Voilà. Si on joue du volley, on joue du volley. C'est par habitude. Donc, si les jeunes qui ont l'habitude de faire du cricket décident de rester au cricket sans pour autant, je veux dire, ne pas participer à des compétitions de baseball, mais s'ils décident de faire du cricket et puis si ça leur plaît, si dans cette discipline ils retrouvent tous les week-ends leurs amis, je ne pense pas que des joueurs de cricket puissent déserter leur championnat pour intégrer le championnat de baseball. En tout cas, libre aux sportifs. Voilà, après le choix il reste au sportif lui-même, au joueur. Mais c'est vrai que ce que propose le baseball, c'est très intéressant. D'ailleurs, il y a déjà 2-3 Calédoniens qui, l'année dernière, sont partis qui évoluent dans le championnat professionnel français. Et l'expert, l'entraîneur que l'on a vu dans ce reportage, c'est un ancien joueur professionnel qui a évolué en métropole, club de Montpellier, et également en Australie. Donc c'est pour dire que le baseball propose de véritables opportunités, de véritables perspectives de sortie à l'extérieur pour des jeunes qui décident, qui souhaitent mener une carrière professionnelle ou pouvoir voyager par l'intermédiaire d'un sport. Ce sont des particularités qui font que le baseball attire de plus en plus de joueurs. Après, tu as toujours des joueurs qui adorent l'esprit, je vais dire, cet esprit américain. Tu vois, c'est un peu comme le football américain, là, le baseball, c'est pareil. Des gens qui adorent la culture américaine. Donc, le fait de voir qu'il y a un championnat de baseball ici, ça ne fait que attirer encore davantage de joueurs dans les clubs de Nouvelle-Calédonie. En tout cas, on espère que la discipline aura un bel avenir en Nouvelle-Calédonie. Merci, Jamie. Bon vent au baseball et bon vent à toi, Elise. Merci. Merci à toi et merci à tous. Allez, on retrouve donc notre rubrique Job et Éducation avec Marie-Hélène.
Bonjour Marie-Hélène, on parle théâtre aujourd'hui. Donc cet art s'est bien installé sur les scènes calédoniennes ces dernières années. Donc au travers des créations locales mises en œuvre par les compagnies locales comme Tchébou, donc celle de Pierre Gop, Pacifique et compagnie, et bien d'autres encore. Alors à quoi est-ce que l'on s'intéresse plus particulièrement aujourd'hui? Bonjour Élise et bonjour fidèles téléspectateurs. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à l'enseignement en fait. Élise, l'enseignement donc du théâtre, on le sait, il est dispensé quand même dans pas mal de structures. On le sait, dans des écoles qui sont spécialisées. Bon, c'est vrai qu'en métropole en général tu as des écoles nationales d'art, tu as des écoles spécialisées en art dramatique. Et puis ici, même dans les lieux dédiés à la culture, on peut aussi prendre des cours collectifs, des cours particuliers. C'est vrai. Et d'ailleurs, l'an dernier, lors du festival des moins grands, il était proposé justement des cours de théâtre jeune public. C'est, comment il s'appelle, Winch Biarone qui menait justement ces ateliers. Exactement, Élise. Et figure-toi que tu sais qu'il y a eu la 2e édition donc, du festival des moins grands cette année, toujours à Wailou. Et donc, Winch était au rendez-vous. Voilà. Il proposait donc à nouveau un atelier théâtre. C'est vrai qu'il s'est formé pendant plusieurs années en métropole. Puis tu sais aussi, tu me disais qu'il s'était formé avec Pierre Gop aussi. Au début, il était avec Pierre Gop dans leur compagnie de théâtre. Après, ils se sont chacun a monté en fait sa propre pièce ou son propre groupe. Et donc il a été formé en métropole. D'ailleurs, on avait fait un petit on avait fait on a proposé un reportage, un petit portrait sur ce monsieur. Et d'ailleurs, il utilise souvent des choses qui se sont passées en tribu ou des légendes en fait pour monter, on va dire, ses propres pièces. Et puis parmi justement ces nombreux ateliers qui ont été proposés lors du festival, les enfants ont pu découvrir leur affinité artistique. Je pense plutôt s'ouvrir peut-être à un art plus précis. Peut-être ils ont pu s'intéresser à la musique ou au théâtre ou encore à la musique par exemple. Exactement Élise, parce que justement l'avantage de ce festival, c'est justement de proposer en fait une diversité d'activités pour les enfants. Donc comme tu dis si bien, les enfants ils ont comme ça le choix de découvrir en fait un peu leur personnalité artistique, j'ai envie de dire. Et puis pour le public, c'est aussi l'opportunité de découvrir ce qui se fait aussi en termes de création locale. C'est comme une vitrine si tu veux culturelle du pays, culturelle et artistique du pays. Donc je pense c'est intéressant le festival des moins grands à Wailou. Et puis avec le théâtre, pardon Marie. Vas-y. Donc avec le théâtre, on travaille justement sa mémoire. Ça, je le sais parce que je l'ai expérimenté. Donc on découvre de nouveaux textes et puis de nouveaux mots. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège ou même au lycée, on a fait l'expérience de apprendre des textes et le jouer. C'est un peu difficile, mais une fois qu'on est dans le personnage, les mots viennent tout seuls. Parfois, il faut respecter le texte, bien sûr, mais quand on est dans le personnage, on y arrive. Eh bien oui, parce qu'en fait, tu t'entraînes. Oui, voilà, on s'entraîne. À bien t'approprier ton texte. Et ensuite, normalement, tu deviens de plus en plus à l'aise. Et tu as raison. Un travail de groupe aussi, pardon. Exactement, Élise. Et tu as raison, parce qu'en fait, le théâtre, tu as raison de préciser tout ça, parce qu'il y a énormément de bienfaits, en fait. Grâce à cette discipline artistique, beaucoup de personnes se découvrent, arrivent effectivement à se construire, à développer leur personnalité. On le sait, le théâtre, il incite aussi, à travailler, tu disais si bien, l'interprétation. Parce que tout est quand même dans la finesse et dans la manière dont on va entrer dans le personnage et dont on va réussir à retranscrire au plus près les émotions et le comportement. Il faut réussir à pleurer quand on n'a pas envie de pleurer. Exactement. C'est difficile. Ça, c'est vrai. Et justement, on donne une couleur en fait à un texte lorsqu'on y met une émotion particulière. Tu parlais justement de la tristesse. Et il y a aussi la colère, la joie, qui peuvent donner un sens tout à fait différent effectivement à un texte. Moi, je te propose, Élise, de rejoindre Winich Biarone lors de son atelier en éveil théâtral qu'il proposait donc au festival des moins grands. C'est donc un reportage d'Aurélie Chiron. Le porteur du projet
C'est l'école de musique Meriangara qui se trouve donc ici à Wailou, dans la commune de Wailou. Et c'est pour ça que c'est la commune qui héberge le festival. Là, cette année, nous avons ouvert les inscriptions à partir de 7 ans et jusqu'à 15 ans. Au niveau des animations, alors nous avons les collègues de l'école de musique Meriangara qui proposent des ateliers comme la vannerie, comme le tressage, les fabrications de colliers, les jeux instrumentaux. Nous avons aussi le chapiteau qui participe en apportant aussi des spectacles et des animations en ateliers tels que le cirque par exemple. Nous proposons un panel culturel. Donc nous avons le théâtre populaire. Et pour ce, on a fait appel à M. Wenich Beharouné, qui nous vient de Marais, qui lui coordonne artistiquement tous les ateliers. Ouais, Kwekwe et l'igname sacré, je te rappelle le germe, Kwekwe. Non, dis-le nous tout simplement. Kwekwe et l'igname sacré. Regarde, tu fais Kwekwe et l'igname sacré, pas la peine. Kwekwe. Vas-y, enlève ta main de la poche. Kwekwe. Juste dis la phrase, c'est tout. Kwekwe et l'igname sacré. Enlève tes pieds, tu les pieds, pas la peine. Vas-y, tout simplement, voilà. Là, par exemple, je travaille sur un conte de Gilbertéen qui a été écrit avec les gamins d'ici. Mais le travail consiste à les faire comprendre que si on part sur l'igname sacré, c'est par rapport au lien avec la terre. Qu'est-ce que la terre pour eux? Qu'est-ce que le vent? C'est par rapport aux éléments, c'est très simple. Et puis, à partir de là, on explore, ils explorent le tout. Et moi, j'apporte juste des bases, des techniques pour leur dire que c'est possible. Ils peuvent faire le vent avec leurs moyens. Le vent souffle si fort qu'il fait tomber le panier de la branche. Kwekwe, lui, Kwekwe, lui, continue de suivre la liane. Yann. Moi, j'apporte plus des ouvertures, des états d'esprit où le potentiel d'un enfant pour le faire grandir en fait. Parce que c'est comme un petit bébé voilà, c'est une naissance, une nouvelle naissance. C'est ça ce que je l'appelle le rejet de la vie. Je suis la vieille igname. Encore plus fort. Je suis la vieille igname. Encore. Je suis la vieille igname. C'est vrai que tu es la vieille igname? Mais t'es toute belle la vieille igname. Vas-y, reprends s'il te plaît. Les techniques, c'est à partir des éléments. C'est-à-dire que si je fais, vous avez vu un exemple de tout à l'heure, si on y a un texte, il faut qu'ils aient des images. Les images, c'est par rapport ici, comment ils sentent. Si par exemple, il y a un texte et par exemple le vent souffle, j'imite le vent pour qu'ils aient une image. Parce que pour eux, il faut du concret. Moi, j'apporte tout ce qui est technique. C'est technique, tu sais tout à l'heure. C'est à partir des bases de la nature. Je travaille aussi pour leur accompagner pour qu'ils puissent à la fin montrer un spectacle ensemble. C'est-à-dire que chaque atelier au niveau de la sculpture, de la confection, pour dire que la confection, ça va servir, par exemple sur le compte, au collier ou aux jupes. Tous ces ateliers serviront à monter le spectacle. Les garçons, les filles, elle sera au centre, ok? L'atelier de Ben, ils vont faire un jeu avec les foulards et tout ça, elle sera comme ça. Eux, ils vont faire un tour, ok? Et au moment où la terre s'ouvre, ok? Et au moment où la terre s'ouvre, à la place de l'igname, une belle jeune fille. J'apporte aussi mon savoir théâtral. Bah alors reprends Kwekwe. Kwekwe, quand tu retournes chez lui, il va pas comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Bah ouais, mais je sais, mais quand on a une igname et puis un pieu, c'est pas... Ouais, mais c'est pas lourd, c'est pas une voiture qu'on comporte. Vous êtes d'accord, c'est juste une igname. C'est pas si c'est des grosses ignames, là c'est une igname, un plan, c'est comme ça. Donc il faut marcher, sincèrement. Ok, je marche. Avec Wenich, j'ai appris à ne pas avoir honte de parler devant les gens et puis de jouer un personnage. C'est bien Manu. C'est bien Manu. C'est bien. Exagère ton personnage. Regarde-nous.
la statuette, plante la statuette. Tu plantes la statuette à ça. Le théâtre aide à s'exprimer, à parler, à articuler, à s'ouvrir, parce que le théâtre, et je parle d'après mon expérience, j'étais quelqu'un de très réservé au début. Et quand j'ai commencé à travailler avec Pierre, même pour moi, le théâtre, c'était pour les Blancs. Mais par la suite, j'ai découvert que c'est autre chose que ça. En fait, c'est pour aider quelqu'un à être bien. Le théâtre aussi permet d'apporter un point de vue pour la société. Donc c'est important aussi pour nous. Dans le milieu kanak, c'est très dur. Parler devant les gens, c'est très dur. C'est pas pour nous. Mais maintenant, si, je pense que ça devient aussi un moyen pour nous en tant que kanak de dire que nous sommes capables, c'est possible, par le biais du théâtre. On peut tout raconter. C'est l'art de l'extrême. Vas-y, moi j'aimerais bien que tu joues le vieux, comme tout à l'heure. Comme tu as fait le vieux tout à l'heure, comme les grands-pères qui sont là à côté, regarde. Regarde les deux grands-pères. Ils sont des jeunes, ceux-là. Oui, si, ils sont vieux, hein, grand-père, hein. Moi, je pense que c'est le plus important pour nous, c'est d'être là avec eux et d'être comme eux. D'être comme eux, mais ça ne veut pas dire que je suis comme un enfant. Mais j'aime bien être avec eux. Voilà, tout simplement. Parce que je les adore, ils sont adorables, ils attendent que ça. Vous avez vu un gamin tout à l'heure, Jao, je prends un exemple de petit gamin, Jao, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, mais il a envie d'apprendre. C'est ça. C'est ça le plus important, parce qu'il apprend pour s'apprendre. Il apprend pour apprendre, il vient aussi pour apprendre. Donc voilà, il n'est pas inutile. Vlad, il a joué le grand-père, toi tu fais la vieille comme une grand-mère. Ok? Vas-y. Vas-y, Manu, Kwekwe. Ame, Tame, Toume, Webout. Mon souhait, c'est qu'ils puissent s'épanouir, qu'ils puissent être bien dans leur vie, que le théâtre leur permet aussi de bouger, de voyager, parce que le théâtre il bouge, c'est pas quelque chose de figé. J'aime le théâtre. Là, quand on est petit, c'est déjà pour montrer aux parents ce qu'on sait faire. Voilà, donc on voit que les enfants ont pris beaucoup de plaisir à apprendre ce qu'est le théâtre. On avait vraiment envie d'être avec eux à Waray pour justement voir tous ces ateliers et pouvoir expérimenter aussi ces ateliers, à s'entraîner, à entrer dans la peau d'un autre. Hein. C'est incroyable. Comme on le disait justement c'est un travail. Avant le reportage. C'est un travail, Élise, hein, ça c'est certain. Il faut s'entraîner. Hein. Bon, après, tu as des gens qui ont des prédispositions, ça c'est certain. Mais c'est vrai que c'est le travail qui fait que voilà, on peut proposer quelque chose de qualité voilà, aux téléspectateurs, au public qui vient pour nous regarder. Hein. Et d'ailleurs, tu as vu en jouant la comédie, tu as vu le petit Manu hein, qui joue le rôle de Kwekwe. Tu as vu au fur et à mesure, voilà, il prend de l'assurance, il a confiance en lui et puis il arrive bien à reproduire en fait les émotions de son personnage. Ben, ça vient tout seul après, hein, comme on n'arrête pas de le dire. Et puis comme disait justement Winnie Djiberouni, l'objectif était aussi d'apprendre de soi. Donc je pense que les enfants ont dû apprendre sur eux-mêmes durant cet atelier, hein, comme on le dit, comme tu l'as dit avec les petits jeunes. C'est vrai. Et puis aussi, tu sais, voilà, ce qui était bien, c'est que tout se fait dans l'amusement. On voit qu'ils sont de moins en moins timides, la parole elle vient plus facilement. Et puis, tu as vu, ils ont plus peur aussi d'être ridicules en fait. Bah oui, hein non mais c'est vrai, devant tout le monde, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, voilà. Ils apprennent aussi le sens de l'humour. Ouais. Et puis pour les personnes justement qui sont timides, ben, c'est peut-être une solution, le théâtre. Mais oui, parce qu'on repousse ses limites, on teste les choses, donc c'est certain que c'est une vraie affirmation de soi quand même lorsqu'on on se forme en tout cas au théâtre, quoi. Et puis le théâtre aussi peut nous aider dans la vie de tous les jours, la vie professionnelle par exemple, quand on a envie d'aller à un entretien et puis que
on a tellement peur de ne pas réussir. Je veux Oui. dire, le théâtre, ça permet justement de s'ouvrir, de libérer la parole. Exactement, puis de surpasser sa peur, de surmonter ses émotions, puisque tu imagines que quand tu es sur scène, devant des milliers de spectateurs... Tu es obligé d'y aller, quoi, de plus reculer. Voilà, Enfin, exactement. soit tu te ridiculises, soit tu avances. Vaut mieux avancer alors. Voilà, vaut mieux avancer. Alors, il existe plusieurs genres de théâtre. Hein. On l'a appris tous, on va dire, en littérature, donc au collège ou au lycée. Winnie Dubé propose justement du théâtre populaire. Oui. Il y a aussi de la comédie, le théâtre de marionnettes, le théâtre, on va dire, d'ombre et le théâtre engagé. Donc, on a le choix en termes de création locale. C'est vrai, hein, aujourd'hui, voilà, toutes les personnes peuvent trouver en tout cas une création théâtrale qui leur convient, qui leur correspond. Alors moi, je voulais justement parler d'un genre très particulier qui est le théâtre forum. Élise, tu en as certainement entendu parler. Oui, j'en ai même expérimenté le théâtre forum. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, mais en tout cas, vers les années 1999, donc j'étais en première au lycée de Nédivin à Wailou, mais justement, Pierre Gop et sa troupe étaient passés justement dans ce lycée-là. En fait, ils nous appropriaient des rôles et en fait, on devait jouer comme ça, sans texte. C'était théâtre d'improvisation, ça. Voilà, c'était théâtre d'improvisation. Mais c'est un peu le même cas où les pièces, enfin les troupes passaient dans les écoles justement pour pouvoir faire partager le théâtre en fait et partager leur expérience. C'était pas mal, c'était bien. Bah oui, j'imagine, ça doit être intéressant. Hein. Et puis comme on était à l'époque des examens, du coup ça nous a aidé un tout petit peu, à oublier un petit peu la période qui allait s'annoncer. Voilà. Et puis de pouvoir justement réussir ces examens, de libérer un peu le stress. Voilà, c'est ça. Exactement. Et tu sais que le théâtre forum, là dont je te parlais, en fait, il s'agit pour les comédiens qui jouent dans ces pièces-là, en fait, d'aborder, si tu veux, des problèmes de réalité sociale, des problèmes sanitaires. Et en fait, donc l'idée après, c'est de jouer là où les personnes qui vivent ces difficultés-là, en fait, sont concernées. Et ensuite, il y a une notion d'interactivité, une notion plutôt participative, voilà, pour que vraiment il y ait un échange entre les comédiens et le jeune public pour que le message en fait il passe et il soit retenu. Et donc dans les écoles de la province Nord, les jeunes bénéficient de théâtre forum. C'est pas mal ça. Et on sait quel est le suivi de ces... Est-ce qu'ils vont par exemple se produire devant des parents ou devant des gens pour que le message justement puisse passer devant les autorités? Je sais que ça se fait aussi. Ça se fait aussi, par exemple, lorsqu'ils se déplacent en tribu. Je sais qu'il y a déjà eu des déplacements aussi en tribu. Les jeunes et leurs parents sont présents. Et donc, du coup, tout le monde bénéficie effectivement du message à passer. Puis, il y a un autre genre aussi qui est très intéressant, qui est assez nouveau ici en Calédonie, selon moi. C'est la comédie musicale, la danse-théâtre. Tu te souviens d'une pièce qui s'appelle L'air de rien, qui avait été montée à l'occasion, je crois, des 10 ans de Solisida, enfin de toutes ces opérations de sensibilisation pour combattre le sida, avec justement Marité Siwene. Et ben c'était très intéressant, voilà aussi un genre qui mérite aussi qu'on s'y intéresse. Et puis qui puisse se développer justement ici en Nouvelle-Calédonie. Donc merci Marie-Hélène. Et toi, est-ce que tu adores le théâtre? Non, moi je suis plutôt musique et chant, Élise. D'accord, je vais t'entraîner parce que moi j'adore le théâtre. Tu devrais y faire parce que franchement c'est pas mal le théâtre. Bon, on va s'entraîner là. Voilà, tout on va s'entraîner. Merci Marie-Hélène. À bientôt, au revoir. Alors, on retrouve notre rubrique Fin Bon. Alors aujourd'hui, pour notre rubrique Fin Bon, nos cuisiniers sont des enfants de l'école publique de Pointe-Limier. Donc Aurélie Chiron a rencontré tous ces bambins donc de la classe CLIS. Ce sont donc, vous l'avez compris, des enfants sourds et muets qui ont participé au concours riz Saint-Vincent et il nous propose aujourd'hui la recette du gâteau au riz. Tanguy, tu distribues les tabliers. Aujourd'hui, on va aller faire les gâteaux de riz. D'accord, on va les préparer. Bonjour. Nous préparer gâteau riz, il faut 1 litre lait, le riz 200 grammes, le sucre 120 grammes, 1 vanille 3
1 gramme de 60 à faire le caramel. Il faut remuer Zuka pour que ça devienne marron. Le caramel est fini. Maintenant, Lorenzo venir préparer le riz, le lait. Ajouter le riz. Ajouter vanille. Il faut louer. Ajouter le sucre. Maintenant, mélange avec il faut crème fraîche. L'appareil est fini. On attend le riz. Le riz prêt et cuit. Maintenant, l'appareil met. On mélange bien. Après, on met. Donc c'est fini. On va mettre maintenant le gâteau au four, mais demander de l'aide à un adulte. Pas four 180 lait dedans 1 heure fini gâteau lait voilà maintenant je vais chercher Ici. Bonjour Camille, aujourd'hui dans C'était hier, on voyage dans le temps et dans l'espace, donc tu nous emmènes à Paris. C'est ça, bonjour Elise, bonjour à tous, effectivement je vous emmène à Paris pour vous parler de la Grande Guerre. Alors remontons le temps jusqu'il y a 100 ans, le 28 juin 1914,
François Ferdinand, un archiduc autrichien, se rend à Sarajevo, donc la capitale de la Bosnie-Herzégovine, parce que la situation y est tendue. En fait, la domination autrichienne sur ce pays est un peu contextée parce qu'elle est annexée depuis 1908 et elle est contextée en grande partie par les nationalistes serbes. Et donc, un de ces contestataires va assassiner l'héritier de l'Empire austro-hongrois, soit l'archiduc et sa femme. Donc l'Autriche veut punir la Serbie. C'est le début de la Première Guerre mondiale. Mais rappelle-nous comment la France va rentrer dans ce conflit. Eh bien, on l'a compris, pour punir les Serbes, l'empereur autrichien, François-Joseph Ier, va lancer une première offensive. La Russie va apporter son soutien à la Serbie en solidarité slave, et la France va se sentir obligée de soutenir la Russie. C'est le système d'alliance de l'époque qui l'oblige. Donc l'Allemagne, de son côté, elle, va soutenir l'Autriche. Et donc, comme vous l'avez compris, l'Allemagne se retrouve entre deux alliés et craint donc une attaque soit française, soit russe. Eh bien, c'est le tsar qui va commencer en mobilisant ses troupes le 29 juillet. Le 1er juillet, l'Allemagne va déclarer la guerre à la Russie. Et le 1er août, l'Allemagne va déclarer la guerre à la Russie. Et le 3 août, c'est l'appel à la mobilisation générale. En France, tous les hommes âgés de plus de 21 ans doivent rejoindre les rangs. Et puis, donc, l'Allemagne, après, va envahir la Belgique. Et l'Angleterre va, à son tour, déclarer la guerre à l'Allemagne. C'est comme ça qu'en quelques jours, plus de 6 millions d'hommes vont se retrouver sous les drapeaux pour défendre leur territoire. Voilà, donc une bonne piqûre de rappel. Et faut-il encore préciser que cette guerre a duré 4 ans et a fait plus de 8 millions de morts et des millions justement de mutilés. Alors parle-nous, Camille, des Calédoniens qui ont participé à cette guerre. Eh bien voilà, le mercredi 5 août 1914, la France australe annonce à la une: la guerre est officiellement déclarée. Donc les Calédoniens vont être mobilisés, comme un petit peu dans partout en métropole et dans l'outre-mer. Donc il va y avoir 2000 hommes qui vont quitter la Calédonie en juin 1915. Au total, il va y avoir 4 contingents qui vont partir de la France, entre 1915 et 1917. Et le retour, comment ça se passe? Eh bien, le retour, ça se fera le 10 mai 1919. Après plus de 2 mois de voyage à bord du El Kantara. Et il faut savoir que plus de 600 soldats calédoniens sont morts pour la France. Et aujourd'hui, donc, tous nos poilus ont disparu alors que que faisons-nous pour ne pas les oublier? Eh bien, l'éducation nationale, avec la mission du centenaire et la direction générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ont réfléchi à un projet pédagogique original. Alors, je sens que tu vas nous parler d'un concours. Effectivement, cette année, c'était la 8e édition du concours Les petits artistes de la mémoire, la Grande Guerre vue par les enfants. Donc, c'est un projet éducatif qui existe depuis 2006. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, tout simplement à restituer le parcours d'un poilu. Alors, mais qui va participer? Eh bien, qui participe? Ce sont toutes les écoles primaires. Il faut savoir que cette année, plus de 540 classes ont participé, des classes de CM1 et des classes de CM2. Ça fait plus de 14 000 enfants à travers la France et l'outre-mer, donc qui ont participé à ce concours. Et la Nouvelle-Calédonie, eh bien, nous avons une classe ici qui a gagné un prix. Et cette année, vu que nous fêtons le centenaire, eh bien, cette classe a été invitée à Paris. Génial. Alors, raconte-nous comment ça s'est passé. Eh bien, le 3 juillet dernier, le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, M. Jacques Astakov, va adresser une lettre à la classe Jacques Astakov, c'est le directeur. L'école, c'est Charles Mermoud de Koumak, pour les inviter, pour inviter un représentant d'élèves et le professeur à assister à la remise des prix donc, du concours Les
petits artistes de la mémoire. Ça se fait à Paris, c'est le 11 novembre et en présence, s'il vous plaît, du président de la République, François Hollande. Alors j'imagine qu'ils ont répondu présent quand même à l'appel, nous les avons suivis à Paris. C'est ça, voilà, nous les avons suivis parce que cette classe a reçu donc le prix académique l'année dernière et du coup nous les avons suivis à l'occasion de la commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Nous étions avec eux donc à l'Élysée pour recevoir leur prix. Il faut savoir qu'il y avait plus de 60 élèves et professeurs qui étaient venus de la France et de l'outre-mer pour l'occasion. Donc je vous invite à revivre ces temps forts, cette magnifique aventure. Regardez donc, c'est un reportage signé Alexandre Sigura et Vincent Chaube. Non, c'est bon. Tu veux pas que je te file un coup de main? Non. Bon. T'as tout dans le sac? Ouais, t'as mis les affaires dans le change et tout. T'as bien mis le passeport et tout dans la pochette. Ouais, mon grand. C'est parti pour une semaine sans tes parents. Pendant une semaine, déjà on va aller à l'Élysée avec François Hollande. Donc il va nous remettre le prix. Si on a gagné, on va se récompenser pour avoir fait participer à un concours qui s'appelle les petits artistes de la mémoire. Et ça parle de la guerre. On a fait un livre sur un poilu de Calédonie qui vient de Koumak. Et il s'appelle Victor Vest. Donc je suis content de représenter ma classe et partir en France. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Alors pendant 3 jours, on part pour une semaine déjà, et pendant 3 jours, on sera pris en charge par l'Office national des anciens combattants. Et ensuite, pendant les 2 derniers jours de la semaine, c'est la Maison de la Calédonie qui nous prendra en charge. Donc elle a prévu un petit circuit touristique. Le circuit historique se fera avec l'Office national des anciens combattants. Et voilà, il y en a plein de choses à faire. Et d'ailleurs, le président de la République sera là pour la remise des prix. On est très fiers de représenter la Nouvelle-Calédonie, de représenter également l'école primaire Charles Mermoud de Koumak, n'est-ce pas? Et puis, on est fiers de participer à cet anniversaire du centenaire de la guerre, parce que c'est pas tous les ans qu'on va fêter le centenaire de la guerre. Et là, on va assister à des cérémonies importantes qui vont nous marquer, je pense. Carnet de guerre de Victor Vest, la guerre de 14-18. Je m'appelle Victor Vest, j'ai 19 ans. J'ai une femme et 4 enfants, 3 garçons et une fille. J'habite à Koumak sur ma propriété, le Petit Néoui. Ce matin, on s'est promené un peu et on est allé en métro. Première fois que je prends le métro aussi. C'est impressionnant, c'est très rapide. On n'a pas le temps de regarder à droite à gauche, il faut vite grimper, s'agripper et puis ensuite, dès qu'il s'arrête, il faut ressauter du métro. Et on est allé jusqu'à la Tour Eiffel. On est sorti du métro et tout de suite la Tour Eiffel. Je pensais qu'il fallait marcher un peu, qu'on allait la voir, je la cherchais. Puis quand on est sorti du métro, on est tombé dessus. Ah, ça a été une surprise, quoi, une grande surprise. On s'est approché, on a pris quelques photos. J'ai acheté quelques souvenirs sur place pour les élèves qui sont restés en Nouvelle-Calédonie. Des petits porte-clés. Des petits porte-clés de la Tour Eiffel. L'ONAC, l'Office national des anciens combattants, a lancé un concours, lance d'ailleurs un concours depuis quelques années, un concours national, et ce concours a été relayé par la direction de l'enseignement en Nouvelle-Calédonie et qui a proposé à certaines classes de CM1, à toutes les classes de Calédonie d'ailleurs, de CM1, CM2, d'écrire le carnet de guerre d'un poilu de la commune. J'en ai discuté avec mes élèves et on s'est lancé.
Et on a d'ailleurs écrit un courrier au maire de Koumak pour avoir le nom, la liste des poilus de la commune. Et donc j'ai fait le choix de Victor Weiss par rapport à une trace de son histoire à lui, aux grottes de Koumak. Aux grottes de Koumak, on a une statue de la Vierge et c'est sa sœur qui s'était promise de mettre une statue de la Vierge s'il revenait sain et sauf de la guerre. Donc j'ai sauté sur l'occasion parce que justement les enfants connaissent cette Vierge et elle avait un rapport avec notre poilu. Académie de Nouvelle-Calédonie, école Charles Mermoud de Koumak. La classe est représentée par l'élève Romain Sosek et par son professeur Mme Marie-Claire Nonesara. M. Guédarabi va remettre le trophée à Romain Girachim. Dans un concours qui est né en 2006, c'est toujours la transmission. Veiller à ce qu'il n'y ait pas de mémoire oubliée. Veiller à ce que les générations passant, le fait que nous n'ayons plus de poilus, que cette mémoire soit une mémoire qui continue à faire, à irriguer, j'allais dire, ce qui est notre présent, mais en même temps la construction de notre avenir. Et ça passe par ce travail. Ça passe par ce travail qui est fait avec un succès formidable. Le double de participation par rapport à l'année dernière. 540 classes. L'idée que pour la première fois, non seulement la France hexagonale, métropolitaine soit concernée, mais tous les départements et territoires d'outre-mer. Et en particulier, j'étais en Nouvelle-Calédonie au mois de décembre dernier. J'avais déjà eu l'occasion de rencontrer ces jeunes qui avaient travaillé sur ces questions. Et quand je posais la question en aparté aux enseignants ou aux enfants, est-ce que vous avez pris plaisir à faire ça? Ils ont pris plaisir. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu dans le détail les prix, beaucoup ont travaillé sur une proximité, les héros de leur département, de leur ville, de leur commune, parce que le premier conflit mondial, il a concerné toutes les familles. Les familles, quelles aient été les familles du front, au contact premier, les familles de l'arrière, mais aussi toutes ces femmes et tous ces hommes qui se sont retrouvés versés dans la guerre, dans l'horreur de cette guerre, même à 20 000 kilomètres de la France métropolitaine et qui sont venus donner leur jeunesse ou leur vie. Donc voilà, je me dis que c'est un beau résultat et en plus ils seront reçus demain à l'Élysée par le président de la République le 11 novembre, ce qui donne une force et un sens à cette mémoire collective. Je me dis que c'est une belle aventure pour eux et en même temps une belle leçon pour nous. Tout le monde a reçu un prix et les premiers, les deuxièmes et les troisièmes, demain recevront un prix de François Hollande. Je suis content. On a eu un appareil photo avec un CD et une carte SD, plus des livres, un livre sur la Grande Guerre et 2 livres aussi sur la guerre. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les organisateurs, tous ceux qui ont contribué à cette mission du centenaire, nous avons besoin de transmettre les torches de la connaissance de toutes les générations et à toutes les générations. Et c'est ainsi que je pense nous pouvons commémorer le mieux le 11 novembre. Vive la République et vive la France. Oui, on a suivi Victor Weiss, un poilu de Nouvelle-Calédonie qui vient de Koumak justement. On retient surtout que c'est un poilu de Koumak et son histoire est un peu particulière. Enfin, en fait, quand il est parti, sa sœur a fait le vœu d'installer une vierge aux grottes de Koumak. Et donc quand il est revenu, en fait, sa sœur était décédée, mais elle l'avait dit à sa famille.
coup sa famille a installé la Vierge à Grand Koumac. Nous, en tant qu'enseignants, on est là pour leur apporter des connaissances. On est là aussi pour les construire en tant que citoyens, que futurs citoyens. Et le devoir de mémoire, je pense qu'ils doivent l'avoir, ce devoir de mémoire. Et je pense que ces élèves-là qui ont écrit ce carnet de guerre, ils ont gardé au fond d'eux le respect des anciens. Et je pense qu'ils vont en parler aussi, parce que c'est important. Parce que là, du coup, on a écrit ce livre. Monsieur Kader Arif est venu de Métropole nous remettre le prix pour la Nouvelle-Calédonie. Ça les a marqués. Et là, en plus, on est invité à venir à Paris. Donc tout ça, je pense qu'ils vont le garder. Et c'est important d'avoir parlé, parce que là, on a fait un carnet de guerre sur Victor. Mais à travers Victor, on a parlé de tous les autres. Parce qu'à la fin de notre carnet, ils disent bien à Victor, mais à tous les autres soldats qui ont fait cette guerre, qui ont défendu la patrie et tout ça. C'est important pour eux de comprendre ça. Et je crois que c'est notre devoir de leur enseigner ça aussi, et pas seulement des connaissances. On apprend à faire en sorte que ce soit des citoyens, des futurs citoyens. Voilà, superbe expérience. Hein. Ils ont dû vivre, on va dire, une expérience unique. Hein. Attends, rencontrer quand même le président de la République, même s'il est arrivé en Nouvelle-Calédonie il y a peu de temps, mais c'est quand même une chance de le rencontrer. En tout cas, félicitations à l'école Charles Mermoud de Koumac et aux professeurs, et également à tous ces élèves pour ce travail. Mais Camille, est-ce que tu peux nous dire un peu plus justement sur Victor Weiss? Alors Victor Weiss, donc le projet, c'est le soldat que l'école a suivi. Donc on l'apprend dans le reportage, hein, c'est un soldat originaire de Koumac qui est parti donc à l'âge de 19 ans et qui est revenu de cette terrible guerre. Mais pour mieux vous en parler, eh bien, j'ai décidé de citer quelques passages du carnet de guerre réalisé donc par les enfants. On le voit hein, quand on le lit, les enfants ont rédigé ce carnet avec beaucoup d'émotion, ils sont beaucoup impliqués dans ce projet. Alors qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien on apprend que Victor Weiss était un sculpteur, on apprend aussi les conditions du voyage de la Nouvelle-Calédonie vers la France en avril 1915, on apprend aussi les conditions dans lesquelles il vivait dans les tranchées et les bombardements. D'ailleurs à ce sujet, j'ai un petit passage à vous citer. Les bombardements éclatent de partout, nous courons partout, nous entendons un bruit, c'est une bombe, nous ne savons pas où elle va tomber, alors nous courons. Les bombes éclatent devant et derrière nous, mais nous courons toujours, c'est un miracle. Alors, ce sont des vrais récits ou c'est inventé? Alors, ce sont des récits qui ont été imaginés par les enfants, mais ce sont des récits qui sont quand même basés sur des documents historiques. Il y a d'autres passages comme celui-ci qui m'ont beaucoup touché dans ce carnet de guerre. C'est par exemple un passage très émouvant sur le retour au pays. Alors, ça se passe le 10 mai 1919. Nous avons embarqué sur le El Kantara pour rentrer au pays. 193 Européens et 382 tirailleurs seront morts pour la France. Il faudra environ 8 semaines aux vapeurs des messageries maritimes pour couvrir la ligne Marseille. Nouméa, nous sommes heureux de retrouver nos familles, mais nous pensons à toutes ces familles qui ne reverront jamais ceux qui leur sont chers. Voilà donc un passage aussi qui m'a beaucoup touchée. C'est très 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 émouvant. Voilà, très émouvant. Donc c'est le travail qui a été réalisé par cette classe Charles Mermoud de Koumac. Et le petit Romain que nous avons suivi témoigne à la fin du carnet qu'il a beaucoup aimé faire ce projet parce qu'il a appris comment ça s'est passé. Il a appris à faire un livre et pour ne pas oublier. Voilà, ne pas oublier, eh bien nous également, nous les oublions pas, hein, tous ces soldats qui sont partis
pour défendre l'honneur de la patrie. Voilà, donc ne les oublions pas. Et donc si ce petit reportage vous a plu, je vous invite déjà à rester branchés sur notre antenne pendant les vacances. Alors tu nous réserves quoi? Eh bien, je vous réserve un film plus important. Nous avons suivi Le Voyage dans l'intégralité, donc on vous proposera le film en soirée. Donc restez branchés entre janvier et février sur notre antenne. Voilà, donc nous on y sera, Camille et d'autres déjà. Hein, les écoles peuvent envisager donc de participer pour l'année prochaine. Hein, exactement. C'est un beau projet. Exactement. Les gagnants, vous l'avez vu, peuvent vivre aussi une belle expérience. Voilà, et donc juste pour terminer, pour un peu plus d'infos, si vous voulez en savoir plus sur cette grande guerre, il y a le site du Centenaire alors le site c'est www.centenaire.org, donc vous y trouvez énormément d'archives photos, d'archives vidéo, il y a des coupures de presse, on apprend tout sur cette grande guerre et on apprend aussi, vous pouvez trouver donc les événements qui vont se dérouler pendant les 3 prochaines années pour commémorer cette grande guerre. Voilà, merci Camille de nous avoir raconté cette Lise. histoire, surtout cette période de l'histoire qui est importante. Merci. À bientôt. Voilà, c'est avec la chronique C'était hier qu'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. Mais avant réellement de se quitter, NCTV vous propose de gagner beaucoup de cadeaux en trouvant le mot mystère en 4 lettres. Donc restez calés sur NCTV. C'est ainsi qu'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. Tata à tous.